Bienvenue au GIFIC 2023 à Bordeaux. Je suis Corentin Bourg, interne en cardiologie à Rennes et j'ai le plaisir d'être avec le professeur Thibaut Damy de l'hôpital Mont-d'Or à Créteil. Et nous allons parler aujourd'hui des traitements spécifiques de l'amylose ATTR. Bonjour Corentin. Bonjour. Quels sont actuellement les traitements qui font consensus dans l'amylose ATTR à l'heure actuelle ? Alors le traitement qui est à disposition des cardiologues, c'est un traitement, donc un stabilisateur du tétramère de transthyrétine qui permet d'éviter la fabrication des fibrilles amyloïdes par le tétramère de transthyrétine en le stabilisant. Et ce traitement, c'est le tafamidis, qui a démontré son intérêt dans l'essai ATTRACT, dans les amyloses à transthyrétine cardiaque, qu'elles soient sauvages ou héréditaires, avec une amélioration de la survie de 30%, et donc un médicament qui va ralentir la progression de la maladie et sauver des vies, à condition de le mettre précocement, et donc les cardiologues peuvent prescrire ce traitement. C'est ça, donc le côté stabilisateur, est-ce qu'il y a d'autres traitements alors pour peut-être bloquer la production ou voire même retirer la production de ces tétramères qui rendent la pathologie active? Alors, le tafamidis n'est plus le seul stabilisateur. À l'ESC a été montrée l'étude sur l'acoramidis, qui est un autre stabilisateur qui vient d'arriver. Là, c'est une étude intéressante qui a été réalisée sur plus de patients que l'essai ATTRACT, qui a confirmé en fait l'intérêt de la stabilisation, mais avec là un critère primaire combiné assez important, puisque ça combinait à la fois la mortalité, les hospitalisations, le NT-proBNP et le test de marche. C'est significatif, mais là, pas d'effet sur la mortalité. Ça diminue bien les réhospitalisations, ça améliore le NT-proBNP, ça diminue l'aggravation du NT-proBNP, ça diminue l'altération du test de marche, mais pas d'effet sur la mortalité, mais qui est probablement lié au fait du changement du phénotype de patient que l'on voit et que l'on inclut dans les essais. L'essai était peut-être pas assez drastique sur la gravité des patients, et on a vraiment fait un tel boom dans l'amélioration du diagnostic des patients par rapport à l'essai ATTRACT initial, que les patients ont été moins sévères et donc pas d'effet sur la mortalité. Et par rapport au retrait des dépôts, est-ce qu'il y a des choses actuellement ou est-ce que ce sera Alors plutôt, oui, donc pour les retraits des dépôts, là encore, on avance. C'est pareil aussi que pour les silencers. Donc pour les dépléteurs, avec ce terme anglo-saxon français, franco-anglo-saxon. Bref. On a également évolué avec un traitement par immunothérapie anti-TTR. Donc là, c'est des anticorps qui sont dirigés contre la fibrille amyloïde à transthyrétine au sein du tissu. Et donc c'est un travail qui a été montré à l'HFA en mai 2023 sur une phase 1. Et cet anticorps a la capacité, le NI006, de réactiver le système immunitaire pour retirer les dépôts au sein du tissu. Et donc c'est vraiment, c'est un peu le Graal, c'est-à-dire, ok, on peut ralentir la progression de la maladie, mais maintenant, peut-être à l'horizon, l'essai de phase 3 va débuter, on pourra carrément retirer les dépôts. Et puis la deuxième classe ou troisième classe thérapeutique, c'est donc la thérapie génique des amyloses par les silencers. Et là, donc, on a aussi un vrai boom dans le développement de ces thérapeutiques dans l'amylose. Donc, nos collègues neurologues nous ont montré l'intérêt du patisiran, qui est un médicament qui permet d'inhiber la production des ARN messagers de transthyrétine. Donc là, maintenant, on a les résultats de l'étude Apollo B, qui a testé donc, le patisiran chez les patients cardiaques avec amylose à transthyrétine encore sauvage héréditaire. Donc, c'est un essai qui regardait ces critères à 12 mois avec une phase ouverte après. Et il y a des signaux intéressants sur également le ralentissement de la progression de la maladie. La mortalité, le signal ne sort pas, mais ce n'était pas l'objectif de l'essai. Mais là encore, un médicament qui va peut-être arriver sur le marché. Mais surtout, ce qui est incroyable dans ces traitements, c'est la nouvelle classe en fait, des siRNA ou des oligonucléotides qui arrivent, le vutrisiran ou l'eplontersen, qui sont là les mêmes molécules, mais qui ont été redesignées pour pouvoir être injectées par voie sous-cutanée, soit une fois par mois pour l'eplontersen, soit tous les 3 mois pour le vutrisiran. Et on sait qu'il y a d'autres traitements en développement où ça serait peut-être une injection seulement par an. Et là, en fait, ces résultats sont attendus pour notamment le vutrisiran Helios B, simplement à l'été 2024, donc de la phase 3. Donc on y est vraiment. Et c'est clair qu'il va y avoir un bouleversement complet de la prise en charge de ces patients. On avance à une vitesse folle et on va pouvoir probablement un jour non seulement ralentir la progression de la maladie, mais retirer les dépôts et donner vraiment un espoir à ces patients pour ralentir la progression de cette maladie, qui est une maladie vraiment très agressive. Donc déjà ralentir, c'est quelque chose, mais les améliorer, on est sur le point d'y arriver.
C'est très intéressant et on voit que ça avance très très vite. Justement, est-ce que la place des traitements de demain autorise peut-être les combinaisons de ces traitements? Est-ce qu'il y a des pistes de ce côté-là? Voilà, donc c'est évident qu'il va falloir travailler sur ces combinaisons, alors probablement sur les données de vraie vie, parce que évidemment les industriels ne vont pas pouvoir comparer dans leurs essais directement, où il faudra attendre encore bien longtemps, mais les données de vraie vie vont être importantes. Et pour moi, avec mon expérience, je pense que on va combiner ces traitements, si on peut se le permettre, évidemment, parce que ce sont des traitements qui coûtent cher, et donc ils vont se succéder ou être combinés en même temps. Et ce qui va faire probablement les indications du futur, c'est en fonction de la gravité au moment de la découverte du patient. Si le patient est grave, avec un certain niveau de gravité qu'il faudra définir, on va commencer par les dépléteurs et peut-être un stabilisateur. Et puis, s'il est moins grave, peut-être le stabiliser avec un suivi. Et c'est là où le cardiologue va vraiment encore avoir une place majeure. C'est à la fois dans le diagnostic, dans le traitement, mais dans le suivi de ces patients, pour pouvoir décider du moment où il faut associer une autre molécule ou la changer. Donc là, il faut vraiment que les cardiologues continuent leur investissement dans l'amylose et ils n'ont pas fini de les voir, de les suivre et d'avancer et puis d'avoir accès à tous ces nouveaux traitements. Justement, ça c'est très intéressant. Donc on a vu qu'il y avait des classes thérapeutiques disponibles, certaines nouvelles classes qui sont vraiment en train d'arriver. Peut-être demain des associations de ces médicaments-là pour améliorer la qualité de vie et la mortalité de nos patients. En pratique, aujourd'hui, si j'ai un patient diagnostiqué avec une amylose ATTR, comment est-ce que je débute le traitement? Qu'est-ce que je fais en pratique? Quelles sont les étapes clés que je dois absolument avoir en tête? Le traitement doit être débuté actuellement par des cardiologues experts, voilà, donc qui doivent initier le traitement. Voilà. Le traitement que l'on a, c'est le tafamidis, un comprimé, 61 mg, très peu d'effets secondaires, c'est incroyable pour un médicament comme ça. Et donc après, le cardiologue peut renouveler et doit renouveler le traitement. Le médecin généraliste peut renouveler une fois. Il faut que le patient ait vu au moins une fois un cardiologue par an pour avoir accès au traitement. L'initiation dans le centre expert est vraiment important pour bien faire le diagnostic de l'amylose à transthyrétine, être sûr que ce ne soit pas une amylose à L ou autre. Donc vraiment, voilà. Et puis réaliser les tests génétiques pour différencier la forme héréditaire de la forme sauvage. Et donc c'est important d'avoir vraiment sauvage ou héréditaire, ce n'est pas la même chose, et notamment pour la famille. Et là, on est un petit peu différemment dans les CMH. Le test génétique, il est extrêmement simple et on permet d'avoir le diagnostic à 100%. Donc il faut prescrire ce test génétique et que ça soit réalisé en centre expert pour tous les patients, quel que soit leur âge. D'accord, merci beaucoup. On a vu qu'il y avait différentes classes thérapeutiques disponibles, certaines qui font consensus, en pratique le tafamidis à l'heure actuelle, chez des patients qui doivent être évalués en centre expert pour ne pas oublier également les tests génétiques et puis pour l'avenir des nouvelles pistes thérapeutiques qui sont très excitantes, très encourageantes. Donc sujet à suivre. Merci beaucoup.